Bonjour, moi c'est Émilie et je m'intéresse à la modélisation 3D. Et pour ça, j'utilise à la fois des mathématiques et de l'informatique. Bonjour, je m'appelle Rémi et je suis topologue algébriste. J'étudie les objets comme s'ils étaient en caoutchouc, très élastiques. Bonjour, je suis Kova, doctorante théoricienne des nombres. J'étudie les propriétés des nombres entiers. Bonjour à tous, je suis Émilie, chercheuse en mathématiques à l'université de Grenoble. Dans Animat sur Téléécole, aujourd'hui, nous allons apprendre à découper un collier. Avec nous dans les studios de Téléécole, Monsieur Diac, pour vous expliquer le problème. À vous! Bonsoir, chers téléspectateurs de la chaîne Téléécole. Bonsoir, chers élèves et étudiants amoureux des mathématiques. Nous revoici encore une fois pour une autre émission d'Animat sur Téléécole, où il s'agit de vous lancer des défis, de vous laisser réfléchir pendant une semaine et de corriger le défi et encore de vous lancer d'autres défis. Toujours dans le cadre de la préparation à la recherche mathématique, donc des mathématiques ludiques, pas exactement ce que vous avez l'habitude de voir en classe. Rappelez-vous, la dernière fois, on s'était arrêté avec les deux voleurs et leur collier. Donc, la première question, c'était de savoir comment est-il possible, avec seulement 2 coups de ciseaux, de partager de manière équitable les perles. J'espère que vous avez bien réfléchi, vous avez les réponses. Donc, voilà, on vous donne notre réponse aujourd'hui. Donc, voilà, aujourd'hui, on va vous donner notre proposition de solution. Donc, allons-y et regardons ici le découpage du collier. Donc, on avait dit, peut-on faire avec 2 coups de ciseaux? Donc, dans l'exemple donné, on peut partager le collier, bien sûr, avec 2 coups, en coupant seulement entre la 3e et la 4e perle, et en partant de la droite, et ensuite entre la 8e et la 9e perle. Donc, avec ces 2 coups, regardez bien, le premier voleur, en fait, l'un des voleurs va prendre les deux, la première et la dernière partie, et l'autre va prendre la partie du milieu. Regardez bien, si on le fait, celui qui prend la première et la deuxième aura quoi? Un marron, 2 marrons, 1 vert. 2 verts, 3 verts. Donc, 2 marrons, 3 verts. Celui qui va prendre la partie du milieu aura 1 marron, 2 marrons, 1 vert, 2 verts, 3 verts. Donc, le partage est équitable. Donc, il était bien possible de le faire avec 2 coups de ciseaux seulement. Voilà. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était de nous dire pourquoi ce n'est pas possible de le faire avec un seul coup de ciseau. Donc, remarquons ça. Donc, pour voir qu'un seul coup n'est pas suffisant, il suffit de remarquer que pour faire un partage équitable des perles, au moins en nombre, il faut forcément couper au milieu. Parce qu'il y en a 10, 2 nombres pairs, la somme de 2 nombres pairs et pairs, il faut couper au milieu. Sinon, si tu dépasses le milieu, l'un aura plus de perles que l'autre. Donc, on note alors que l'exemple ici, cela ne donne pas un partage équitable. Parce que si je coupe le milieu, d'accord, chacun aura 5 perles. Mais le problème est que l'un aura 2 verts et 3 marrons, alors que l'autre aura 4 verts et 1 marron. Donc, chacun a 5 perles, mais le partage ne sera pas équitable. Et c'est la seule possibilité. On ne peut pas couper ailleurs. Parce que si on coupe ailleurs, l'un aura plus de perles que l'autre. C'est pourquoi on a dit que ce n'était pas possible de le faire. Donc, c'est ce que j'ai dit, 4 émeraudes et 1 rubis et à gauche, etc. Donc, on ne peut pas le faire. C'était ça la réponse de la deuxième question. Vous voyez qu'au début, c'est très simple. Maintenant, en général, avec 2 voleurs, 2 coups suffisent. On l'a vu tout à l'heure. Pour cela, on peut utiliser la méthode suivante, qui dans tous les cas donnera 1 ou 2 coups en fonction du collier. Cette fois-ci, maintenant, il faut bien suivre ce que je vais expliquer. Pour fixer les notations, disons-nous que nous avons 2 N émeraudes et 2 R rubis, parce que c'était des nombres pairs. Un nombre pair, comme on l'a vu dans un défi ici, peut s'écrire comme 2 fois K avec K en entier. On note d'abord que après un partage équitable, chaque voleur reçoit exactement N plus N R perles. Parce que comme il y a 2 N émeraudes, chacun aura N. N plus N, c'est 2 N. Il y a 2 R rubis, N pour émeraude et R pour rubis. Chacun aura R plus R, c'est 2 R. Donc si on partage, chacun aura N plus R perles. N rubis, N émeraude et R rubis.
Ainsi, on s'intéresse aux découpes du collier telles que les deux coupes définissent un tronçon du collier de n plus r perles. L'un des voleurs récupérera ce tronçon et l'autre prendra le reste. De plus, pour vérifier qu'un tronçon de n plus r perles contient bien n émeraudes et r rubis, il suffit de compter le nombre d'émeraudes. Et voici alors comment cela fonctionne. On s'intéresse au tronçon de taille n plus r. Écoutez bien ce que je dis. Le plus à gauche est au tronçon n plus r, le plus à droite. Ces deux tronçons donnent une partition du collier. Si on a n émeraudes à gauche et à droite, alors c'est une solution avec un seul coup. Il n'y a rien à faire. C'est par hasard que ça marche du premier coup. Sinon, il y a soit plus d'émeraudes sur le tronçon de gauche, soit plus d'émeraudes sur le tronçon de droite. Nous prenons comme par exemple le cas où il y a plus d'émeraudes à gauche. Bien sûr, le deuxième cas se traite de la même manière, de façon similaire. On part du tronçon de gauche qu'on décale d'un cran vers la droite. Le nombre de perles total du tronçon reste inchangé, c'est n plus r. Mais le nombre d'émeraudes soit augmente de 1, soit diminue de 1. Soit reste inchangé. Ainsi, en décalant pas à pas vers la droite, le nombre d'émeraudes change au plus de 1. Au plus de 1. Finalement, en décalant jusqu'au bout, on retombe sur le tronçon le plus à droite, qui a moins d'émeraudes que le tronçon initial, c'est-à-dire de gauche. Lors des décalages du tronçon, on est alors nécessairement passé par un tronçon avec exactement n émeraudes. Cela donne la solution du découpe en deux coups. Il reste alors à voir que pour certains colliers, un coup n'est pas possible. Un exemple consiste en un collier avec tous les émeraudes à gauche. Il suffit juste de le voir comme ça. Et tous les rubis à droite, dans ce cas, si tu coupes au milieu, ça ne marchera pas de toute façon. C'est comme notre exemple de tout à l'heure, même si tout à l'heure, ce n'était même pas tout le monde à gauche. Maintenant, pour P supérieur à 2 voleurs, pour P voleurs, les choses sont plus compliquées, bien sûr. En supposant que le nombre de perles de chaque type permet d'obtenir un découpage équitable, il suffit de 2 fois P moins 1 coup. Un cas extrême est le cas où toutes les perles du premier type se suivent, comme je l'ai dit tout à l'heure, puis toutes les perles du second type, et ainsi de suite. On peut d'ailleurs fixer le nombre de perles de chaque type à P pour avoir un exemple très simple. Maintenant, pour le cas à 4 voleurs, on regroupe les voleurs en 2 groupes de 2 qui se partagent le collier en 2 coupes. Puis, chaque groupe se partage ce qu'il a reçu en 2. C'est-à-dire, j'ai 4, je le mets en 2 groupes de 2. Je partage, chaque groupe prend sa part, et maintenant chaque groupe va revenir au problème initial, c'est-à-dire 2 voleurs avec des perles. Et cela donne 2 fois 4 moins 1, c'est-à-dire 6 coups. 2 pour la première découpe globale, puis 2 dans chaque groupe. Et en itérant, on traite le cas de nombre de voleurs égal à une puissance de 2. Donc, c'était ça. Très théorique, bien sûr, très théorique. Mais il fallait essayer d'augmenter des perles, comme je vous l'avais expliqué la semaine passée, prendre beaucoup de perles, changer les colliers et voir comment créer maintenant la solution. Si vraiment quelqu'un est parvenu à faire ça, à répondre aux dernières questions, c'est parce que vraiment c'est un grand chercheur mathématicien. Ça, je vous le dis. Et vous allez vous en rendre compte dans les autres défis qui vont venir. À chaque fois, on amène des problèmes. Parfois, c'est de réels problèmes. Rappelez-vous le défi de la dernière fois avec les polygones. C'était un réel problème mathématique du 19e siècle, dont les plus grands mathématiciens comme David Hilbert se sont prononcés. Donc, si vous êtes capable de le résoudre maintenant, c'est parce que aussi vous êtes un grand mathématicien. Donc, voilà, c'est fini. Le défi avec les voleurs et les 2 perles. Donc, c'était ça. Vraiment, c'est très théorique, j'avoue. Mais, au moins, ça nous a permis à au moins gagner de la connaissance. Donc, c'est ça. C'est fini avec les 2 voleurs avec le collier d'émeraude et de collier de perles. Donc, pour le défi de cette semaine,
on va encore vous parler de quelque chose qui est assez ludique d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le jeu de la vie. Donc sur ce, je vais vous expliquer comment ça va se faire. Bonjour, moi c'est Émilie et je m'intéresse à la modélisation 3D. Et pour ça, j'utilise à la fois des mathématiques et de l'informatique. Bonjour, je m'appelle Rémi et je suis topologue algébriste. J'étudie les objets comme s'ils étaient en caoutchouc, très élastiques. Bonjour, je suis Émilie, je suis statisticienne et j'ai hâte de vous parler de Gauss. Bonjour, je suis Kumba de l'Université de Caen. Aujourd'hui, nous vous proposons un défi qui illustre de manière ludique plusieurs principes en informatique fondamentale et bien sûr en mathématiques. C'est un défi qui est intitulé le jeu de la vie et donc nous vous proposons d'étudier l'évolution dans une grille de certaines formes et de rechercher les propriétés de ces formes au cours de l'évolution. Cap au Sénégal dans les studios de Télécole où nous retrouvons notre présentateur, Monsieur Diack. Allons-y donc. Dans ce défi, nous allons découvrir des particularités d'un système appelé le jeu de la vie. Ce jeu se joue sur un quadrillage en fonction de la manière suivante. Regardez bien les règles. Chaque case ou cellule du quadrillage est soit vide, quand c'est vide on dit qu'elle est morte, soit pleine, on dit qu'elle est vivante. C'est pourquoi d'ailleurs on parle de jeu de la vie, pour ne pas dire jeu de la mort. À chaque tour, on fait évoluer toutes les cases en même temps, comme suit. On regarde les voisins de chaque case, diagonale inclus. Une case peut donc avoir jusqu'à 8 voisins. Et voilà les 4 propriétés que je donne, les 4 règles. Si la case a 0 ou 1 voisin vivant, elle meurt ou elle reste morte si elle était morte, c'est-à-dire vide. Maintenant, si la case a 2 voisins vivantes, elle conserve son état actuel. S'il était vivant, elle reste vivante. Si elle était morte, elle reste morte. Maintenant, si la case a exactement 3 voisins vivantes, elle devient ou reste vivante. C'est-à-dire, si elle était vivante, elle reste vivante. Si elle était morte, elle va devenir vivante. Et dernière propriété, si la case maintenant a 4 voisins vivants ou plus, elle meurt. Ou elle reste morte si elle était morte. Donc, voilà les 4 propriétés à retenir. C'est les 4 propriétés du jeu. Et dans chaque tour, on regarde tous les cases et on les applique les 4 propriétés. C'est ça, un tour. Allez-y. Maintenant, la première question, c'est quoi? Je vous donne 4 exemples. Vous voyez ici, il y a 3 vivantes. Ici, il y en a 5. Et ici, il y en a 6. Éparpillées ou placées comme ça. La première question, je vous demande de jouer un tour avec les grilles suivantes. Si vous voulez même, je vais vous faire le premier exemple. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, voilà l'exemple 1. On a 3 cases vivantes. Donc, on a demandé de faire un tour. On le fait étape par étape. Je regarde cette case. Voilà ses 3 voisins. Donc, elle a 2 voisins morts et un voisin vivant. Et la première propriété nous dit que si la case a 0 ou 1 voisin vivant, elle meurt. Donc, cette case, elle meurt ou elle reste morte, donc elle reste morte. J'avance. La case suivante, voilà ses 5 voisins. Comme tout à l'heure, elle n'a qu'un voisin vivante, donc elle reste morte. Voilà la case suivante, voilà ses 5 voisins. C'est-à-dire, c'est ceux qui l'entourent qui sont ses voisins. Elle n'a aussi qu'un voisin vivant, elle reste morte. Voilà, la case-là n'a que des voisins morts, elle reste morte. Celui-là n'a que 3 voisins morts, elle reste morte. Donc, toutes ces 5 cases vont rester mortes. Je continue. Celui-là a 1, 2, 3, 4, 5 voisins, dont un vivant, elle reste morte. Celui-là est vivante, mais elle a 6 voisins, elle a 8 voisins qui sont toutes mortes, donc elle meurt. C'est ça la première propriété. J'ai dit, si une case a 0 ou 1 voisin vivant, elle meurt ou reste morte, donc elle meurt. J'avance. Cette case-là a 8 voisins, il y a un qui est vivant, elle était morte, elle reste morte. Pareil pour celle-là. Voilà, c'est 8 voisins, un seul, elle reste morte. Celle-là aussi pareil. J'avance ici. Donc, ces 10 cases sont toutes mortes finalement. Je recommence. Celui-là a ses voisins morts, elle reste morte. Celui-là n'a que 8 voisins morts, elle reste morte. Celle-là aussi.
un seul voisin, elle reste morte, etc. Celui-là, attention, je suis là, elle est vivante. Voilà, ces 8 voisins sont toutes mortes. Donc, elle meurt aussi. Ah, finalement, je risque de ne rien avoir à la fin. Bon, espérons que la dernière va rester vivante. Je continue, celle-là a ses 2, 4, 5 voisins morts, elle reste morte. Celle-là aussi, pareil, voilà ses voisins. Celle-là, voilà ses voisins. Celle-là, voilà ses voisins. Celle-là, voilà ses voisins. Il y en a un seul qui est vivante, elle reste morte. Celle-là aussi. Il y en a un seul qui est vivante. Cette case-là est morte, elle va le rester. Celle-là aussi va rester. Celle-là aussi va le rester. Celle-là aussi a un seul voisin, elle reste morte. Et la dernière, malheureusement, va mourir aussi parce qu'elle n'a que 3 voisins qui sont morts. Donc, finalement, à l'étape 1, je suis là. Il ne reste absolument rien. Donc, voilà, c'est ça la première question. Maintenant, je vous avais donné 3 exemples. On a traité l'exemple 1 et on s'est rendu compte que si on joue un tour avec l'exemple 1, les 3 cases suivantes vont disparaître. Mais est-ce que ça sera comme ça pour celui-là? Maintenant, je vous demande de faire les 2 autres exemples. Donc, voilà la première question. C'est bon? Allons-y. Pour la deuxième question, maintenant, je vous donne une figure. Maintenant, je vous demande de jouer 2 tours. C'est-à-dire, si vous faites un tour, il y aura peut-être des vivantes, il n'y en aura pas. Bien sûr, si tout le monde est mort, il n'y a plus rien à faire parce que tout le monde est déjà mort. Mais s'il reste des vivantes, jouez-moi le second tour pour voir ce que ça va donner. C'est ça la deuxième question. Donc, pour ce défi, j'avoue qu'il y aura beaucoup de questions, mais c'est des trucs manuels. Donc, à la maison, dessinez-vous la grille. C'est facile avec un cahier. Vous suivez les carreaux et vous jouez seulement et vous allez voir comment ça va se faire. Donc, voilà la deuxième question. Je vous donne une grille, mais faites-moi un tour et un autre. C'est-à-dire, une fois que c'est fini, vous reprenez encore pour voir ce que ça va donner à la fin. Voilà. Maintenant, on s'intéresse désormais à la recherche de formes possédant des propriétés particulières. C'est toujours comme ça. On commence par des trucs simples. C'est cool, c'est passionnant. Et maintenant, on avance pour voir des trucs beaucoup plus compliqués. On appelle forme tout ensemble de cellules isolées dans une grille. Par exemple, dans la figure 4.3, on a donné plusieurs exemples de formes. Donc voilà, ça c'est une forme en rouge. En bleu, on appelle ça une forme. Ça aussi, une forme, ce truc qui ressemble à un margouillat, sans tête bien sûr, c'est une forme. Donc voilà ce que j'appelle maintenant une forme. Donc il y en a 3. Voilà. La question ou les questions 3, c'est pourquoi j'ai mis S en question, il y en a plusieurs. On veut tout d'abord trouver des formes qui n'évoluent jamais, quel que soit le nombre de tours joués. Existe-t-il de telles formes? La première question, c'est quoi? Est-il possible d'avoir une forme telle que si je joue un tour avec mort ou vivante, elle restera la même? C'est la première question. Et bien sûr, si vous en êtes sûr, donnez-moi des exemples. Donc, j'ai dit, existe-t-il de telles formes dont toutes les cellules sont adjacentes les uns aux autres? Donc, c'est ça la première question. Est-ce qu'il y a des formes qui ne bougent pas et dont toutes les cellules sont adjacentes les unes aux autres? La deuxième question, dont maintenant les cellules ne sont pas toutes adjacentes les unes aux autres. Maintenant, troisième question, des formes ne possédant aucune symétrie. Quatrième question, ne possédant une infinité de cellules. Donc, dans cette troisième question, il y a 4 sous-questions. C'est bon? On y va maintenant pour la question 4. Je ne voulais pas avoir plusieurs questions, c'est pourquoi je l'ai fait comme ça. Sinon, on allait se retrouver avec 13 ou 12 ou 14 questions. Donc, question 4 maintenant. On s'intéresse désormais à des formes qui reprennent leurs états d'origine au bout de certains nombres de tours. C'est-à-dire, si j'ai une forme, je fais un tour, j'ai autre chose. Mais si je fais un certain nombre de tours, je retourne à la forme initiale. Donc, le nombre de tours ou une période. Une forme oscillante, c'est ça qu'on appelle une forme oscillante de période n. Donc, reprend sa forme d'origine au bout de n tours. Pour commencer, pouvez-vous proposer une forme oscillante de période 2? Est-ce que vous pouvez me donner une forme telle que si vous faites 2 tours, ça revient au même? On donne ensuite la forme suivante, appelée pulsar. Que pouvez-vous dire? La forme pulsar va être donnée par la figure 4 qui va venir tout à l'heure. Que pouvez-vous en dire de la forme pulsar? Que se passe-t-il si l'on met côte à côte la forme précédente avec celle de période 2 que vous avez trouvée tout à l'heure? Je répète les questions.
Je vais vous donner une forme tout à l'heure qu'on appelle la forme pulsar. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Ensuite, sur cette forme que vous avez trouvée à la première question, que pouvez-vous dire mélanger avec la forme pulsar? Donc, je vous donne la forme pulsar, c'est quoi? Voilà, c'est cette forme-là qu'on appelle forme pulsar. Vous voyez, cette chose ressemble à ça. On a l'impression qu'il y a une symétrie ici. Il y a une symétrie ici. C'est ça la forme pulsar. Qu'est-ce que vous pouvez vous en dire? Et maintenant, si on le mélange avec la forme que vous nous aviez trouvée, vous allez nous en dire quoi? Question suivante. Observez le comportement de la forme donnée par la figure 4,5a. Que se passe-t-il? Une question. Donc, en 5 aussi, il y a plusieurs questions. Que se passe-t-il avec ça? Maintenant, regardez la forme de la figure 4,5b, c'est-à-dire celle-là. Que pouvez-vous en dire aussi? Que se passe-t-il maintenant si l'on met en relation les deux formes précédentes? Par exemple, comme dans la figure 4,6. Celle-là, elle est là. Celle-là, elle est là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça les questions 5. Question suivante. Et la dernière d'ailleurs. Pouvez-vous trouver d'autres formes particulières ou des formes plus complexes possédant des propriétés que l'on a déjà découvertes? Donc vous voyez, cette fois-ci, vraiment, le défi est assez ouvert. Hein? C'est assez ouvert. Il faut avoir vraiment un esprit ouvert. Il faut dessiner beaucoup de feuilles, du crayon, gommer, recolorier, etc. Et vous allez voir que ça sera vraiment, vraiment très, très passionnant. Donc, voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous a lancé ce défi du jeu de la vie. Vous avez encore une semaine pour réfléchir, pour nous trouver la solution, nous dire ce que vous pensez. Et Inch'Allah, bien sûr, la semaine prochaine, nous allons vous donner les solutions, ou bien vous proposer une solution, tout en vous lançant encore d'autres défis. Donc, sur ce, chers téléspectateurs de la chaîne Télé-École, chers élèves et étudiants amoureux des mathématiques, je vous donne rendez-vous toujours la semaine prochaine pour un autre défi et bien évidemment pour la correction du jeu de la mort. Et à la semaine prochaine et bonne réflexion à tous.